Ah. А? На нахуй. Еще раз так оденешься, хуеплет, блядь. Passage à tabac, injures, exclusions. Ces images violentes diffusées sur Internet proviennent de Russie. Mais partout en Europe, les homosexuels sont victimes de la haine. Dans tous les pays d'Europe, les citoyens descendent dans la rue pour manifester leur rejet de l'homosexualité. Et dans toutes les langues européennes, homo ou gay est l'injure la plus courante. Souvent, ces slogans extrémistes font malheureusement mouche. Ces adolescents gays, ne supportant plus un tel climat de violence, ont fini par mettre fin à leur jour. Le taux de suicide chez les jeunes homosexuels est 5 fois plus élevé que la moyenne. La haine et les préjugés naissent au cœur même de la société et sont attisés par certains intellectuels comme l'écrivain allemand Akif Pirinci. En tant que conservateur, je peux dire « je n'aime pas les homos ». Je les tolère, mais je ne les aime pas. Pourquoi n'a-t-on pas le droit de dire cela? Simplement parce qu'on pourrait penser que n'importe quel taré va ensuite descendre dans la rue, armé d'un couteau, pour trucider des homos. Je n'ai pas entendu parler d'homos victimes de violences récemment. Vraiment? Pourtant, cette photo en dit long. Il s'agit de Wilfred De Bruyne, agressé et roué de coups dans une rue de Paris en 2013. D'accord, il faut le reconnaître, ce genre d'incident arrive. Mais il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas comme si une chasse aux sorcières était ouverte contre les homosexuels. À vrai dire, c'est plutôt le contraire. La communauté lesbienne et homosexuelle s'affiche au grand jour, montrant qu'elle fait pleinement partie de la société. Pour tous les homophobes, c'est le comble de la provocation. Au fait, quelques mots en passant sur le réalisateur de ce documentaire. Je suis moi-même gay et je corresponds à tous les stéréotypes. Je suis éblouissant, j'ai un corps de rêve et un look d'enfer. Ma sensibilité hors du commun fait craquer toutes les femmes. Et bien sûr, sur les dessins, je fais plus jeune que mon âge. Mais derrière cette façade glamour se cache sans doute une part d'ombre. Puis c'est bien connu, je fais tout le temps la fête et je me drogue. J'ai un faible pour les jeunes garçons. Et surtout, je ne pense qu'au sexe. C'est clair, j'ai forcément le sida. Difficile de se conformer à tant de clichés. En réalité, je suis un homme tout ce qu'il y a de plus banal. Beaucoup disent que nous sommes de plus en plus nombreux. Baliverne. On dit que 5% de la population européenne est homosexuelle, ce qui représente plus de 20 millions de personnes. Mais ce n'est pas forcément écrit sur leur front. Pourtant, Wilfred De Bruyne et son compagnon Olivier Couder ont été agressés en raison de leur orientation sexuelle. En avril 2013, alors qu'ils sortaient d'une soirée et rentraient tranquillement chez eux en se tenant la main, ils ont été attaqués par 4 jeunes. Juste avant les coups, on a entendu la phrase « Ah, des homosexuels !» et en quelques secondes, on a basculé en fait dans l'horreur. On sortait d'une soirée amicale où il faisait bon vivre et on bascule dans l'horreur en 2 minutes, 2 secondes de temps. Les agresseurs passent Wilfred à tabac, le font tomber à terre et le piétinent. On n'a vraiment pas le temps de réagir, c'est tellement brutal. De moments, on est joyeux, on est... Voilà, 3 heures le matin, il fait assez beau, c'est le printemps, on rentre et soudainement, bang! Et pour moi, c'était tout de suite noir. Apparemment, on a pris après, j'ai donc eu des énormes coups sur la tête, je suis tombé, donc finalement, cette fracture dans le visage.
Et moi, je me suis réveillé, devenu conscient de nouveau dans l'ambulance, quand j'étais donc plein de sang, je me suis pissé dessus et il manquait une dent et je savais plus très bien où j'étais et ce qui s'était passé. Wilfred De Bruyne et Olivier Couder ne cachent pas leurs sentiments. Ils s'affichent en couple, tout simplement, ni plus ni moins. À l'évidence, c'en était déjà trop pour leurs agresseurs. La plupart d'entre nous, en tout cas c'est vrai pour moi, on se fait un peu discret et on essaie, comme on dit en anglais, to fit in. Hein? Beaucoup de jeunes homos font un sacré effort de ne pas être remarqués pour leur orientation sexuelle, pour leur côté différent, mais juste, voilà, comme beaucoup d'ados d'ailleurs. Hein? Et donc en vivant à Paris, je pense que pour moi, en tout cas, j'avais toujours intégré de ne pas trop attirer l'attention. Surtout à Paris, je pensais que c'était pas possible. Et c'est vrai qu'on est du coup choqué par l'agression même, mais choqué aussi de se dire que ah bah, ça existe encore, et là c'est moi. Là c'est moi, et on est mal en point. Jusqu'à quel point les homosexuels peuvent-ils vivre leur amour au grand jour ? Pour la communauté gay de Vilnius, en Lituanie, la question est encore plus délicate. Ce pays est membre de l'Union européenne depuis 2004. Comme beaucoup d'Européens de l'Est, les Lituaniens ont du mal à accepter un modèle de couple différent de celui des hétéros. Mariusz Gorochowskis travaille pour l'association LGL, qui œuvre en faveur de la communauté LGBT, regroupant lesbiennes, gays, personnes bisexuelles et transgenres. D'après une étude publiée en 2014 par l'Union européenne, la Lituanie est en tête des pays les plus homophobes. Ce résultat concorde avec les témoignages que recueille Mariusz chaque jour au sein de l'association. Il nous est très difficile d'entrer en contact avec la communauté LGBT. Les intéressés se cachent et ils ont même peur de venir ici à l'association. Pourtant, c'est le seul endroit où ils peuvent espérer être traités avec le respect qui leur est dû. Mariusz Gorochowskis a révélé publiquement son homosexualité en 2012 en publiant la vidéo de son coming out sur YouTube. En l'espace de quelques heures, elle a fait le buzz sur la toile. Sveiki, esu Marius. Galbūt kažkam daugumai pažįstamas iš vienos reklamos. Mariusz a été invité sur le plateau du journal télévisé lituanien et depuis, il est interviewé chaque fois qu'il est question de la communauté LGBT. Tout ce qui se rapporte au LGBT est toujours très mal vu et scandaleux ici en Lituanie. Pour beaucoup de gens, faire son coming out, c'est déjà courir un grand risque. Cette situation résulte avant tout de la politique actuelle du pays. Voici le Parlement national lituanien, où siège le chef du groupe parlementaire du parti Ordre et Justice, membre de la coalition au pouvoir. Il a déjà menacé d'abattre des homosexuels en brandissant ce fusil, soi-disant pour plaisanter. Cette arme a beau être factice, son discours sur l'homosexualité n'a rien d'une plaisanterie. C'est comme la nécrophilie, c'est un péché, tout comme l'alcoolisme ou la toxicomanie. L'homosexualité, c'est la même chose. Si un homme veut vivre comme ça le regarde. Mais si ce comportement se propage, si ce mal est vendu comme un bien, alors ce n'est plus tolérable. L'homosexualité ne conduit pas seulement à la pédophilie, mais aussi au meurtre, à la dépression et à la toxicomanie. Les statistiques le prouvent. En Lituanie, ce genre de stéréotype rencontre un écho favorable, car le pays est profondément imprégné de catholicisme et la majorité de la population est conservatrice. Sur la place principale de Vilnius,
quelques centaines de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée silencieuse contre l'avortement et en faveur du modèle familial classique avec père, mère et enfants. Il faut un certain courage pour participer à la Baltic Pride, le défilé de soutien aux gays et lesbiennes. La municipalité de Vilnius avait interdit la Baltic Pride en 2013, avant qu'une décision de la Cour suprême administrative lituanienne n'annule cette interdiction. De nombreux citoyens ne cachent pas leur aversion pour les gays et les lesbiennes. La Baltic Pride suscite avant tout de la paranoïa. On craint que ce genre de manifestation ne rende les enfants homosexuels. C'est la raison pour laquelle Petras Gražulis soutient une nouvelle loi visant à interdire la propagande en faveur de l'homosexualité, comme en Russie. Beaucoup de Lituaniens marquent leur adhésion en brandissant des portraits de Gražulis. Quand la Russie a adopté cette loi, j'ai envoyé un courrier officiel de félicitations au gouvernement. L'Ukraine a examiné le même projet de loi, mais en fin de compte, elle a arrêté le processus parce qu'elle veut devenir membre de l'Union européenne. Cette dernière fait pression pour que ce genre de loi ne soit pas adopté. Chez nous, en revanche, les comportements immoraux sont encore protégés par la législation. Ce pays n'a pas d'avenir. L'Empire romain s'est effondré en raison de sa déchéance morale. L'Union européenne connaîtra le même sort car elle est pourrie moralement. Pour manifester son opposition à la Baltic Pride en 2013, Petras Gražulis pousse le bouchon encore plus loin. Avec la bénédiction de l'Église catholique, il se mêle aux participants du défilé et commence à les asperger de produits désinfectants. Même pour la police lituanienne, cela dépasse les bornes. Vous voulez vraiment que ça devienne une place pour les homos ? Crie-t-il lors de son arrestation. Aujourd'hui encore, il est fier de son coup d'éclat. J'ai enfilé une veste de pluie, j'ai pris un pulvérisateur et j'ai dit « Allez, on y va, on va désinfecter la place où ils vont passer. » Car ils ne transmettent pas seulement le sida, mais aussi d'autres maladies. Pour mémoire, cet homme qui injurie les homosexuels au moment de son évacuation par la police est le chef du groupe parlementaire d'un grand parti lituanien. Quand j'allais à l'école, les choses étaient claires. On nous disait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Deux garçons qui tombaient amoureux, ça n'existait pas chez nous. De nos jours, les jeunes homos sont aussi victimes de railleries de la part de leurs camarades de classe. D'après une étude de l'Union européenne, 49% affirment être souvent harcelés à l'école et 19% en permanence. Rien d'étonnant donc à ce que si peu d'entre eux veuillent afficher leur amour en public, même longtemps après avoir quitté les bancs de l'école. Dans l'Union européenne, seuls 47% des homosexuels osent se tenir la main en public. Dans certains pays, ce pourcentage est encore inférieur. L'Allemagne fait figure d'exception avec 61%. L'Allemagne serait-elle donc un paradis pour les homos ? Sacha a 19 ans. Il a grandi dans le Vogelsberg, au cœur du Land de Hesse. Sacha n'est pas son vrai prénom. En effet, il préfère rester discret et ne veut pas que les gens de son village apprennent ce qu'il a lui-même découvert à l'âge de 13 ans. Au départ, ça fait bizarre, parce que pendant l'enfance, on nous a toujours inculqué que la norme, c'est l'amour entre un homme et une femme. Le jour où on se rend compte qu'on préfère les garçons, on a l'impression de ne pas être normal. Les mots qui désignent les homos sont toujours si blessants,
À l'école, on entend souvent dire « espèce de tarlouse, va ». Alors oui, au début, c'est pas évident. Mais je suis gay, c'est comme ça. Pour Sacha, être gay dans une région rurale est avant tout synonyme de solitude. Au village, c'est la cata. Tout le monde se connaît, mais personne n'est au courant pour moi. S'ils savaient que je suis homo, je crois qu'ils m'enverraient bouler. Parce que l'homosexualité à la campagne, c'est considéré comme quelque chose de mal. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Surtout les hommes. Ils ont peur de ce que je pourrais avoir envie de leur faire. Depuis quelques semaines, Sacha a commencé ses études à 100 km de chez lui. C'est l'occasion rêvée de quitter enfin le soi-disant paradis rural. Je trouve qu'en Allemagne, il y a une certaine hypocrisie à ce sujet. Par rapport au reste de l'Europe et du monde, on est assez en avance pour l'acceptation des homosexuels. Mais les gens sont quand même hypocrites. Ils n'y connaissent rien et disent que l'enfant a été mal éduqué, ou qu'il est malade, ou alors ils veulent lui faire passer son homosexualité. Au village, on ne veut pas en entendre parler. Du coup, la faute est rejetée sur les parents. On leur reproche d'avoir mis au monde un enfant qui nuit à la réputation du village. Depuis un certain temps, une question le taraude. Comment annoncer son homosexualité à ses parents? Il redoute ce moment. Comment vont-ils réagir? Par des pleurs? Des reproches? Je ne veux pas jouer à cache-cache toute ma vie et faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Un jour, mes parents apprendront la vérité. Je trouve ça bête de se prendre la tête avec ça. Pourquoi est-ce que chacun de nous ne pourrait pas être comme il est, tout simplement? Tant qu'on ne fait de mal à personne, qu'on ne tue personne et qu'on ne nuit pas aux autres. Quelques semaines après l'interview, Sacha dévoile finalement la vérité à ses parents. Depuis lors, son homosexualité est totalement passée sous silence dans sa famille. L'écrivain Akif Pirinci est devenu célèbre grâce à ses romans policiers félins. Son livre paru en 2014, Deutschland von Sinnen, l'Allemagne perd la tête, est resté pendant des semaines en tête des meilleures ventes en Allemagne. Avec ce pamphlet dénonçant les méfaits supposés des minorités, il pense exprimer l'opinion de la majorité silencieuse. Si l'on part du principe que l'on vit dans une société libre, alors le paysan qui a grandi au fin fond de la Bavière, au milieu des vaches, et qui a été élevé selon des valeurs conservatrices, a lui aussi le droit de ne pas aimer les homos. Et ne venez pas me parler d'ostracisme à l'égard de certains groupes. Il y a beaucoup de groupes que je déteste dans ce monde. À la foire du livre de Francfort, Akif Pirinci donne une lecture d'extraits de ses livres. Ses thèses extrémistes au sujet des femmes et des homosexuels trouvent un écho favorable auprès du grand public. Dans son imaginaire, presque tout tourne autour du sexe. Imaginons que je sois assis dans un café. Je vois une jolie femme et je vais vers elle en lui disant « Écoute, je te trouve bandante et j'ai envie de toi. Ça te dirait qu'on s'envoie en l'air vite fait aux toilettes ?» C'est sûr qu'elle m'en collerait une ou qu'elle m'enverrait balader. Mais dans le cas de la sexualité masculine, ça passe parce que ça reste entre hommes. Alors ça finit par un coup aux toilettes. On dirait que vous êtes jaloux. Pour ce qui est de s'envoyer en l'air, oui. Mais façon hétéro alors. Il est vrai que beaucoup de couples homosexuels ont une autre conception de la fidélité. Est-ce si grave?
d'autant qu'il existe aussi des couples homo-monogames. Ces couples qui affirment être tout à fait normaux, entre guillemets, des couples comme les autres, pour moi, ce sont des fauchetons. Tous les homos le savent. Ils mènent tous des relations ouvertes avec des partenaires multiples. Ce genre de stéréotype a le don d'exaspérer le sociologue Louis-Georges Tin. C'est lui qui est à l'origine de la Journée internationale contre l'homophobie. Il en avait assez que la haine envers les homosexuels soit perçue comme un phénomène marginal qui n'était pas pris au sérieux. Faites un petit test. Dans la phrase qui est la vôtre, remplacez le mot homosexuel par noir, juif, femme ou rome par exemple. Et si effectivement vous voyez un propos raciste ou sexiste, c'est que le propos initial était homophobe. Donc si on dit on n'a rien contre les juifs, mais il serait bon qu'ils restent discrets, je crois que c'est un propos antisémite et donc l'équivalent est homophobe. Dans de nombreuses capitales européennes, il existe des quartiers gays, comme le Marais à Paris. Ici, cela ne dérange personne que l'homosexualité soit vécue ouvertement et s'affiche partout. Beaucoup d'homos qualifient cependant ces quartiers de ghettos, car lorsqu'ils rentrent chez eux, c'en est fini de l'ouverture et de la tolérance. Il n'est pas toujours facile de composer avec cette situation. Moi-même, je suis noir, mais et on peut être victime de racisme quand on est noir, bien entendu. Mais si raciste soit l'environnement, on peut toujours trouver dans sa famille un soutien, une aide, des explications. Les jeunes homosexuels n'ont pas dans leur famille souvent ce soutien. Donc quand ils sont victimes d'homophobie à l'extérieur, ils ne trouveront pas de soutien à l'intérieur de la famille. Ils sont donc particulièrement exposés, isolés, vulnérables, accessibles à la dépression, au décrochage scolaire et, dans le cas extrême, le suicide. Pourtant, de nombreuses voix affirment que la situation des homosexuels en Europe va en s'améliorant. Ce n'est malheureusement pas le cas partout, comme on le constate aujourd'hui en Hongrie. Ce pays, membre de l'Union européenne, connaît depuis des années une poussée de la droite populiste. Maria Takács est réalisatrice. Il y a 20 ans, elle a révélé son homosexualité lors d'un séjour linguistique en Angleterre. De retour en Hongrie, elle s'est vite rendue compte des difficultés qui l'attendaient. Avec ma première petite amie, je n'ai pas eu de relations sexuelles, seulement un amour platonique. Elle disait qu'on faisait quelque chose de très laid. À l'époque, on lisait encore dans la presse hongroise que c'était une maladie. Maria Takács s'est engagée dans l'association Labris, qui défend les droits des lesbiennes. Elle nous explique que la Hongrie est une société très phallocrate. Selon un cliché machiste répandu, une lesbienne serait une femme qui n'aurait pas encore été prise convenablement par un homme. On n'est pas lesbienne seulement parce qu'on n'a pas encore été en couple avec un homme. Un des fantasmes répandus chez beaucoup d'hommes hétéros, c'est de faire l'amour avec deux lesbiennes. Ils ne peuvent pas comprendre qu'en fait, ils n'y trouveraient pas leur compte. Budapest comptait autrefois beaucoup de cafés fréquentés par une clientèle gay. Presque tous sont fermés. Il y a encore quelques années, Maria Takács s'occupait dans ce café d'un ciné-club destiné à un public lesbien. Mais les nouveaux propriétaires ont jugé que cette animation ne cadrait plus avec le style de l'établissement. La communauté regrette ces lieux de rendez-vous. Quand on allait à la Gay Pride et qu'il y avait des émeutes, on se rassemblait dans ce café. On y était en sécurité. Les types de l'extrême droite ne venaient pas ici. On regardait ensemble les infos à la télé pour suivre les événements dans la rue et savoir ce qui se passait dans la ville après les manifs. Depuis 2007, les partisans de l'extrême droite attaquent régulièrement la Gay Pride.
Tamás Dombos a souvent vécu de telles émeutes. À partir de 1997, Budapest a été l'une des premières villes de l'ancien bloc de l'Est où ont eu lieu des manifestations pour l'égalité des droits des homosexuels. À l'époque, tout se passait sans problème. Mais aujourd'hui, le climat a changé. La police a trouvé une solution simple. Elle installe des grilles sur le parcours du défilé. Les homosexuels manifestent désormais à l'abri du public. On avance dans des cages, comme les animaux d'un zoo. D'accord, on est protégé, mais cela veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de quitter la zone délimitée. On est libre seulement à l'intérieur de la cage. Voilà ce qu'on ressent quand on manifeste en Hongrie. Tamás Dombos travaille pour l'association HATER, qui défend les personnes victimes de discrimination. Beaucoup d'entre elles ont baissé les bras depuis que la Hongrie est dirigée par un gouvernement de droite populiste. Beaucoup se disent « pas la peine d'entamer un procès, car toutes les autorités, police et justice, sont aux mains du gouvernement. Et comme c'est un gouvernement homophobe, je n'ai aucune chance. Même si j'essayais, je perdrais de toute façon. » Quand mes collègues ricanent dans mon dos au bureau, je m'en moque complètement. Mais quand mon homosexualité est considérée comme une maladie contagieuse, là, je trouve ça moins drôle. Les gens s'amusent souvent de notre côté paillettes et glamour. Mais au quotidien, la plaisanterie tourne vite court. La majorité d'entre nous a déjà subi des discriminations. Dans tous les pays d'Europe, la loi interdit les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Dans ce cas, pourquoi aussi peu de victimes se défendent-elles? Parce que cela n'apporte pas de résultats selon 49% des homosexuels. 40% pensent que cela fait malheureusement partie du quotidien. 37% ont peur des conséquences. Et ils sont aussi 37% à ne pas réagir pour ne pas avoir à dévoiler leur vie privée. Ces peurs ont de nombreuses explications. Ausma Zakalauskaite n'aime pas l'étiquette de lesbienne. Son compagnon, avec qui elle s'occupe d'un gîte dans la campagne lituanienne, est transsexuel. L'identité sexuelle est un élément très personnel et propre à chacun, mais qui n'est pas si facile à vivre au quotidien. Pas en Lituanie en tout cas. Ausma Zakalauskaite est à l'origine professeure de musique. Elle ne cache pas son orientation, même si ce n'est pas toujours évident dans le milieu professionnel. Les élèves les plus âgés m'interpellaient en criant des insultes du genre « et la gouine ». À l'école, j'ai particulièrement ressenti ce climat hostile quand j'ai commencé à donner des interviews à la télévision. Par exemple, quand j'entrais dans la salle des professeurs, tout le monde se taisait et me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Ausma donne des cours de musique dans les écoles et les paroisses, quand on l'y autorise. Les homosexuels pervertissent les enfants. Voilà le genre de stéréotypes contre lesquels les victimes doivent se battre. Ausma en a fait l'amère expérience elle aussi. J'ai été virée. Cela faisait 10 ans que je travaillais avec des jeunes dans cette paroisse et on m'a licenciée en raison de mon orientation sexuelle, alors que j'avais toujours donné satisfaction. J'avais monté un groupe de jeunes musiciens plutôt bons. Ça m'a fait très mal, car ce n'étaient pas mes compétences qui étaient en cause. À ma place, ils ont embauché un chauffeur de taxi qui devait à peine savoir reconnaître un accord de ré majeur. Les personnalités ne sont pas non plus à l'abri de ce genre de discrimination. Juin 2013.
Au Théâtre national de Budapest a lieu la dernière représentation de l'opéra Méphistophélès. Le public applaudit le metteur en scène et ancien directeur Robert Alfeldi. Il vient d'être limogé par le ministre de la Culture, trop libéral aux yeux du gouvernement. Petit détail, il se trouve qu'il est gay. Au théâtre, le public appréciait beaucoup que nous abordions des problèmes de société actuels. Mais cela ne plaisait pas au pouvoir en place. Je ne m'inscrivais pas suffisamment dans une perspective chrétienne. Ce théâtre était trop progressiste pour le gouvernement. On nous a collé tous les préjugés actuellement à l'œuvre dans le gouvernement. Le gouvernement de droite populiste se considère comme le défenseur de la vraie Hongrie. Si les rituels de virilité kitsch et absurde sont bien vus, on ne tolère pas les gays qui assument ouvertement leur homosexualité. Le gouvernement refuse tout net d'être comparé à une dictature. On entend ce genre de discours, nous ne sommes pas une dictature, dans ce pays, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, personne n'est arrêté pour ça. Personnellement, j'ai une opinion tout à fait différente. À chaque fois qu'un gouvernement exerce une pression pour orienter la pensée des gens, on peut appeler cela une dictature, même si on est libre en apparence. Quand il le faut, les extrémistes de droite se mobilisent. Ainsi, ils ont manifesté devant le Théâtre national contre Robert Alfeldi en le traitant de tarlouse, jusqu'à ce que le ministre de la Culture décide de ne plus prolonger son contrat. Cela m'a poussé à prendre des décisions personnelles. J'ai appris à compter sur moi-même. Et j'ai dû réfléchir à la façon dont j'allais poursuivre mon chemin. Cela dit, on apprend beaucoup quand ce genre d'événement se produit. Mais en toute honnêteté, je m'en serais bien passé. En Allemagne aussi, il faut parfois s'attendre à certaines réactions quand on révèle publiquement son homosexualité. Nous sommes en pleine forêt bavaroise, dans l'arrondissement de Regen, une région très catholique. Nous avons rendez-vous avec Michael Adam, le président de l'arrondissement. 28 ans, social-démocrate, protestant et gay. Son élection en 2011 a attiré l'attention de toute l'Allemagne. En bon professionnel de la politique, Michael Adam est très à l'aise en public, notamment pour les fêtes à la maison de retraite locale. Doté d'un bon relationnel, il est apprécié de ses concitoyens et le fait qu'il partage sa vie avec un homme ne dérange personne. Mon concubin m'accompagne lors des rendez-vous officiels quand c'est possible. On s'est arrangé comme ça avec ma collaboratrice. Elle m'envoie les rendez-vous sur mon portable et mon compagnon décide s'il a envie de venir ou pas. Ça ne pose pas de problème, ce n'est pas mal vu. Mais je ne le trimballe pas comme un trophée. Une relation tout à fait respectable, dont tout le monde s'accommode. Jusqu'au jour où Michael trompe son compagnon sur son lieu de travail. Cette seule incartade suffit pour que le monde s'écroule sous ses pieds. Je n'oublierai jamais comment tout a commencé. Je venais de rentrer chez moi pour déjeuner. À ce moment-là, mon collaborateur m'appelle et me dit « Un grand journal régional vous reproche les faits suivants. Prise de stupéfiants et relations sexuelles dans l'exercice de vos fonctions, ainsi que trafic d'influence. Et tout a été filmé. » Là, je me suis repassé les dernières années de ma vie et j'ai dit à mon collaborateur
Pour le sexe au bureau, j'avoue que c'est vrai. Par contre, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, alors il ne peut pas y avoir de vidéos compromettantes. Toujours est-il que ce prétendu scandale fait les choux gras de la presse allemande. Chaque grand quotidien y va de son commentaire au sujet du président de l'un des plus petits arrondissements du pays. Celui que l'on surnomme désormais le Clinton Gay de la forêt bavaroise est livré à la vindicte populaire. Je pense que les choses se seraient passées différemment si j'avais été hétéro. Je n'aurais sûrement pas fait la une des journaux nationaux à cause de cette histoire. Je ne suis pas sûr que cela aurait soulevé un tollé non plus au niveau régional, car il est sûrement déjà arrivé que des hommes politiques hétéros prennent du bon temps sur leur lieu de travail. Avant ce scandale, Michael Adam était l'étoile montante du Parti social-démocrate bavarois. Ce n'est malheureusement plus le cas. Dans sa région, cette affaire a laissé des traces. Quand on prend des décisions controversées, on regarde ensuite sur Internet les réactions qu'elles suscitent. Les détracteurs exploitent bien sûr le moindre faux pas, histoire d'en rajouter une couche pour discréditer l'intéressé. Qu'en pense le citoyen lambda et comment évalue-t-il le travail réalisé pendant 6 ans? Je n'en sais rien. En tout cas, ce genre d'incident est volontiers instrumentalisé en sous-main dans la bataille politique. Nous, les lesbiennes et les gays, on risque toujours de se faire agresser. D'après une étude publiée par l'Union européenne, plus d'un quart d'entre nous ont été passés à tabac au moins une fois. La France se situe exactement dans la moyenne. Et l'Allemagne un peu en dessous. En Hongrie, et surtout en Lituanie, le danger est nettement plus élevé. Brahim Nait-Balk garde un souvenir cuisant de l'agression qu'il a subie. Aujourd'hui encore, il est toujours inquiet quand il rentre chez lui à Aulnay-sous-Bois, la banlieue parisienne où il a grandi. J'avais été agressé par des types qui sentaient que j'étais homosexuel, qui sentaient que j'étais différent des autres. Et ces gens-là voulaient en quelque sorte me faire la fête quelque part. Donc j'ai été agressé violentement par ces personnes. J'ai été vraiment... on m'a fait du mal. On m'a agressé, ça a été jusqu'à tout ce qui est du domaine verbal, mais aussi du domaine physique, jusqu'au viol. Et la plupart de ces types qui m'ont agressé, ce sont des gens, la plupart du temps, qui refoulent une homosexualité, qui ont envie de dégager le contraire ou de montrer le contraire quelque part. Brahim Nait-Balk a appris à ses dépens les répercussions d'une politique nationale consistant à parquer dans les banlieues les immigrés musulmans. Les ados des cités, en quête de nouvelles identités, y retrouvent les vieilles valeurs liées à la religion et à l'honneur. Les jeunes homosexuels comme Brahim ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans ce monde. Quand je suis en contact et que j'interpelle des gens qui sont d'origine maghrébine et qui ont 28-30 ans, un grand nombre de personnes tiennent ce discours-là. De toute façon, même si aujourd'hui j'ai une aventure homo, ma vie ce sera pas ça. De toute façon, je dois absolument me marier, il faut absolument que j'ai des enfants, et ça c'est passager pour moi, et ça reste que du jeu parce que c'est pas la vie. Brahim s'est retrouvé si seul et désespéré qu'il a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Je pensais que je ne servais à rien.
Et là, on a vraiment envie d'en finir avec sa vie. On n'a pas envie d'exister parce qu'on souffre tout le temps. On souffre tout le temps. Et vous savez, c'est pas facile de se considérer pas comme les autres. Et ce qu'il y a de terrible, c'est quand il n'y a personne pour vous tendre la main et pour vous expliquer les choses. On a l'impression vraiment d'être seul au monde. Il a finalement trouvé une autre voie en écrivant un livre sur sa jeunesse et le martyre qu'il a vécu. Parmi ses anciens amis, ce témoignage a été mal perçu. J'avais entraîné des équipes de foot, tout ça, et en gros on m'a dit « Mais Brahim, qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a pas d'homosexuels chez nous, il n'y a pas de gens méchants chez nous, quelle honte! En gros, il n'y a même pas d'homosexuels chez les gens qui se disent musulmans. En gros, tu es en train de détériorer notre image, et ce n'est pas normal. » Aujourd'hui, il travaille également comme journaliste. Il participe à une émission de radio hebdomadaire où il aborde ouvertement les problèmes auxquels sont confrontés les banlieues, notamment l'homophobie. D'après lui, la situation a plutôt empiré. Un certain nombre de gens qui me reconnaissent un peu dans les rues, souvent il y en a qui m'interpellent et qui m'insultent, des gens aujourd'hui qui ont 15, 16, 17 ans, qui pourraient être mes enfants, ils m'insultent. Donc là je me dis qu'il y a une espèce de retour en arrière, cette régression qui est vraiment dramatique et dangereuse. Ces dernières années, nous avons fait entendre nos voix et réalisé de belles avancées. Pourtant, de nombreux gays et lesbiennes se sentent encore victimes de discrimination. Plus de 60% en Lituanie. À côté de ça, un contre-mouvement est apparu, composé de gentils citoyens qui en ont marre de voir les pervers comme nous bénéficier des mêmes droits qu'eux. La lutte contre les discriminations, c'est notre cheval de bataille. Mais vous me direz, pourquoi sur une licorne alors? J'en sais rien. Une idée du graphiste, c'est tout. À Stuttgart, en 2014, plusieurs milliers de citoyens descendent dans la rue pour exprimer leur colère, estimant qu'on ne peut pas mettre sur le même plan homosexualité et hétérosexualité. Pourtant, c'est précisément cette notion que le gouvernement entend bientôt enseigner dans les écoles. La colère populaire est dirigée contre la prétendue homosexualisation de la société, qui serait gouvernée par un sinistre lobby homo, comme le dénonce Akif Pirinci dans son dernier pamphlet. Quand les lesbiennes financées par l'État se frottent, se lèchent les parties intimes et se fourrent un bâton dans la fente, elles n'affirment pas seulement d'emblée leur véritable identité sexuelle, mais elles imposent aussi un modèle à suivre. Par quoi l'auteur se sent-il menacé? Cela n'a pourtant rien de contagieux. Une famille est avant tout une construction hétérosexuelle. Point barre. Partant de là, il n'y a rien à ajouter. En dernier ressort, on peut discuter de l'existence d'autres modes de vie. Mais il ne s'agit pas d'intervertir les choses et de mettre l'un à la place de l'autre. C'est en France que la réaction populaire est la plus forte. En mars 2013, la Manif pour tous rassemble des centaines de milliers de citoyens opposés au mariage homosexuel dans une manifestation de grande ampleur. Frigide Barjot en est l'une des organisatrices. Celle qui gagnait sa vie autrefois comme chanteuse dans des clubs gays est devenue du jour au lendemain la figure de proue d'un contre-mouvement conservateur. Je me suis activée en tant que mère de famille et que chrétienne, enfin que femme qui a conscience qu'il y a des choses dans notre société qui ne nous appartiennent pas
Les enfants ne nous appartiennent pas. Le fait de transmettre les générations ne nous appartient pas. C'est fait selon un processus qui remonte à des millions d'années et que nous devons transmettre pour des millions d'années. Et c'est l'union de l'homme et de la femme. Les manifestants expriment avec violence leur opposition au gouvernement socialiste qui a promulgué la loi sur le mariage pour tous après des débats houleux à l'Assemblée nationale. Les mouvements de contestation provoquent des émeutes partout en France. Dans ce climat hostile, un couple ose se lancer dans l'aventure. Vincent Autain et Bruno Boileau sont les premiers homosexuels à se dire oui à la mairie de Montpellier le 29 mai 2013. Ils sont particulièrement fiers de leur livret de famille où figurent côte à côte les mentions manuscrites « époux ». C'est l'exemplaire zéro en fait. L'exemplaire zéro et puis il nous permet surtout, puisque nous sommes une famille maintenant, voilà, de pouvoir enregistrer nos enfants. Voilà. Et ça c'est sans doute pour nous le plus important. Et on espère le remplir, parce qu'il y en a des pages pour enregistrer des enfants, hein, donc on espère. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais... Je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais bon, enfin en tout cas on espère en remplir au moins 1, 2, allez peut-être 3 pages. Mais voilà, c'est... Il en veut toujours plus. Et c'est on va faire un déjà. D'ailleurs c'est écrit, hein, c'est ce qui fait que nous sommes une famille, voilà. Oui. Donc, c'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. C'est devenu inévitable de dire si, l'amour il existe, il se trouve que c'est le nôtre qu'on a montré. Mais ça aurait été celui de n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. Il fallait montrer que cette loi, c'était pas juste une loi. Cette loi, c'était parce qu'il y a plein de gens qui souffrent de pas pouvoir se dire qu'ils s'aiment et d'être reconnus devant la République française. Donc c'est pas une question de est-ce que c'est normal d'en arriver là. Je pense que c'était légitime et indispensable d'en arriver là. La France entière suit leur mariage. L'événement est même couvert par la presse internationale. Du jour, un jour historique en France. Depuis la loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels en France. L'union de Vincent et Bruno en toute intimité. Certains reprochent au couple l'agitation qui a entouré l'événement. Ils auraient mis en scène leur mariage uniquement pour attirer l'attention des médias. Nous n'avons pas invité la presse. C'est nos opposants qui ont invité la presse à notre mariage et on est bien contents parce que c'est nous qui avons eu le dernier mot. Et le dernier mot, c'est celui de l'amour. Pour Bruno et Vincent, la participation à la manifestation silencieuse de la Journée mondiale de lutte contre le sida va de soi. Mais depuis leur mariage, leurs apparitions en public déclenchent des réactions hostiles assorties d'injures. Du jour au lendemain, le bruit a couru qu'ils étaient pédophiles. Cette accusation, dénuée de tout fondement, est un classique des agressions verbales homophobes. Une personne a lancé cette rumeur sur Facebook et puis que, parce que comme on est exposé médiatiquement, la presse l'a repris en disant voilà, les premiers mariés de France sont impliqués dans une affaire de pédophilie. Alors évidemment, déjà c'est extrêmement douloureux à vivre pour nous. Au-delà de nous, c'est douloureux à vivre pour nos familles, nos petits-neveux, nos petites-nièces. Et encore au-delà de nous, c'est douloureux pour tous les homosexuels. C'est salissant, c'est dégradant, c'est avilissant. À l'évidence, certains ne veulent pas se résigner à accepter que deux hommes ont le droit de s'afficher en couple. Vincent Boileau-Autain a même reçu des menaces de mort. C'est le revers de la médaille quand on est engagé sur quelque chose.
des fois, il y a une réponse en face, elle est ce qu'elle est. Bon, là, ce sont des menaces. Mais on peut pas s'enlever de la tête que, quand même, quelqu'un a dit « je vais te tuer », grosso modo. Fais gaffe, je vais te tuer, quoi. Ce que tu viens de dire là, j'ai pas envie de l'entendre, je suis pas d'accord avec toi. La seule réponse, puisque j'ai pas d'argument à t'offrir, c'est que je vais te tuer. Pour moi, c'est incompréhensible. Les manifestations haineuses contre les homosexuels n'ont pas réussi à stopper les avancées sociales en Europe. Dans certains pays de l'Est de l'Union européenne, les opposants à l'égalité continuent néanmoins à rassembler derrière eux une part importante de la population. Ausma Zakaloskaite, comme beaucoup d'autres, fait les frais de cette hostilité. Tout ce qu'elle souhaite, c'est être acceptée comme elle est. On pourrait comparer la Lituanie à un escargot. Tout vacille lentement ici. Nos hommes politiques sont toujours indécis. Encore trop peu d'entre eux osent parler ouvertement. Et ceux qui s'expriment n'ont pas assez de cran pour dire les choses. C'est ce qui nous manque. Notre pays est petit, mais je pense que nous pourrions être une nation forte si nos dirigeants adoptaient des positions plus tranchées en matière de tolérance et de respect. Wilfred De Bruyne, victime d'une agression homophobe, s'est d'abord montré réticent à l'idée de raconter publiquement sa mésaventure. Son premier réflexe a été de se cloîtrer chez lui avant qu'il ne se décide à témoigner. Discrétion, c'est pas une option. Qu'est-ce que c'est la discrétion? C'est-à-dire donc pas gêner les autres, mais comment moi je peux gêner quelqu'un pour mon amour, etc. Je agresse personne, moi, je suis pas un violent, je attaque pas la liberté des autres. Et donc discrétion, c'est bien joli comme mot, mais c'est une forme d'être mort, d'être invisible, et donc c'est pas une option. La seule option, au contraire, est d'être beaucoup plus visible. Chaque année, le 17 mai, la communauté LGBT célèbre la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Le 17 mai 1990, l'OMS avait retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Depuis lors, des lois contre la discrimination ont été adoptées et le mariage homosexuel a été légalisé. Ces avancées sont-elles suffisantes ? On ne s'arrêtera jamais. Le progrès de la démocratie, c'est cela. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire la démocratie est établie aujourd'hui, il n'y a plus besoin de s'en inquiéter. La démocratie est un combat perpétuel. Voilà. La liberté au sein d'une société se mesure à sa façon de traiter ses minorités. Or, en matière d'homosexualité, il reste encore du chemin à faire en Europe. Allô,